la voix de Dominique a traversé la salle de réunion de l'amicale des anciens combattants comme une lame de rasoir, tranchante et froide. « Qui es-tu vraiment » a-t-elle demandé assez fort pour que le vieux percolateur cesse de gargouiller et que les hommes près du jeu de fléchettes se retournent vers nous. Stéphane Morel se tenait à côté d'elle, le col de sa chemise humide de sueur, le visage cramoisi, me fixant comme si j'avais sorti une arme de poing au lieu d'une simple chemise cartonnée beige. Je n'ai pas élevé la voix, je me suis contenté de faire glisser une feuille unique sur la table pliante, mon nom inscrit à l'encre noire au bas de la page, tamponné et daté, le genre de signature qu'une banque considère comme parole d'évangile. Une chaise a raclé le sol, un gobelet en plastique a tinté, quelqu'un a chuchoté et c'est pas possible, et la salle a émis ce murmure sourd typique d'une foule qui réalise que l'histoire qu'elle croyait connaître n'était que du vent. Les lèvres de Dominique se sont entr'ouvertes, la bouche de Stéphane s'est ouverte puis refermée, ses poings serrés comme s'il voulait réduire le papier en poussière, mais tout ce que je pouvais entendre, c'était la voix de Dominique de la veille, sous la lumière tamisée du restaurant, prononçant les mots qui avaient tout déclenché, juste la famille. Je vis à Rouen, en Normandie, j'ai 56 ans, je m'appelle Gérard Mercier, ancien de la logistique dans la Marine nationale, et je travaille dans le transport depuis. C'est le genre de boulot que personne ne remarque jusqu'à ce que quelque chose cesse d'arriver à l'heure. Dans cette ville, les gens connaissent votre camion, votre poignée de main et savent si vous payez vos factures, et ils savent que je le fais. Le soir où tout a commencé, j'étais debout devant la brasserie Le Rive Gauche sur les quais de la Seine, regardant à travers la vitre ma femme, Dominique, rire avec son ex-mari comme si j'avais déjà disparu. À l'intérieur, c'était jazz feutré, lumière de bougies et odeur d'entrecôte au beurre maître d'hôtel. Dominique s'était faite belle, pas pour moi, mais pour cette table-là, son rouge à lèvres était frais, ses cheveux relevés en chignon comme elle le faisait autrefois pour nos anniversaires, et j'ai réalisé, planté là, qu'elle n'avait pas fait ça pour moi depuis une éternité. Nous sommes entrés ensemble, l'hôtesse nous a guidés vers le fond où Stéphane était déjà installé, le bras autour de Clément, son fils, mon beau-fils qui allait avoir 18 ans. Clément m'a fait un petit signe de tête, pas impoli, juste prudent, ce genre de regard que les gamins ont quand ils sentent que les adultes mentent mais ne savent pas où poser les yeux. Nous nous sommes assis, Stéphane racontait ses vieilles histoires de gloire, parlait de nouveaux projets, utilisant des mots qui sonnaient chers mais qui ne venaient jamais avec des preuves. Dominique riait trop facilement. J'ai gardé une voix normale et j'ai interrogé Clément sur son lycée, sur la voiture d'occasion pour laquelle il économisait. Il répondait poliment, les yeux baissés sur son assiette. Le serveur a versé l'eau, Stéphane a commandé du vin sans regarder le prix, Dominique a hoché la tête comme si elle approuvait, et j'ai vu sa main se poser sur l'avant-bras de Stéphane quand elle a ri, comme si elle était à sa place. Au milieu du dîner, Dominique s'est penché vers moi avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux et a dit doucement, « Gérard, ce soir, c'est juste la famille. » Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu à cause de la musique, alors j'ai dit « Je suis ton mari », mais elle a jeté un coup d'œil à Stéphane comme s'il était l'invité d'honneur et a ajouté « Le père de Clément est là, on fait ça comme avant. » Stéphane s'est adossé à sa chaise, satisfait, Clément fixait la nappe, la mâchoire serrée. J'ai senti la chaleur monter dans mon cou, un mélange de colère, de honte et d'incrédulité entremêlés. J'aurais pu faire un scandale, j'aurais pu supplier, mais au lieu de ça, j'ai entendu la voix de mon père dans ma tête, on ne discute pas pour une place à une table qui a déjà été débarrassée. Alors j'ai hoché la tête une fois, j'ai dit je comprends, les mots avaient un goût de ferraille dans ma bouche. J'ai posé ma serviette et je me suis levé, ma chaise a raclé trop fort dans cette salle feutrée. Alors que je m'éloignais, le serveur, un jeune gars essayant de rester professionnel, a doucement repoussé ma chaise vers la table comme s'il libérait de l'espace. Ce petit geste m'a frappé plus fort que la phrase de Dominique, voir ma place effacée sans que personne ne pose de questions. Dominique n'a pas levé les yeux, elle s'était déjà retournée vers Stéphane, la conversation a repris sans moi comme si je n'avais été qu'un bruit de fond depuis le début. Je suis sorti dans le froid et j'ai eu l'impression d'avoir retenu mon souffle pendant des années. L'air humide de la Seine m'a giflé le visage, les phares des voitures s'étiraient sur le pavé mouillé, et quelque part derrière moi, les rires montaient et descendaient, étouffés par la vitre. Mon téléphone a vibré, Dominique appelait. J'ai regardé l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Une minute plus tard, un texto, où es-tu passé ? Comme si elle ne venait pas de me pousser vers la sortie. J'ai conduit jusqu'à la maison, passant devant l'enseigne lumineuse de la station Total, fredonnant contre l'obscurité, puis devant l'agence du Crédit Mutuel où j'avais signé des papiers plus de fois que je ne pouvais le compter. Ma main restait ferme sur le volant, mais ma poitrine semblait vide. À un feu rouge,
un souvenir m'est revenu, une soirée moule frites à l'amicale il y a des années, Dominique riant à une de mes blagues nulles, touchant mon coude comme si elle était fière d'être vue avec moi. À l'époque, être choisi ressemblait à une victoire. Ce soir-là, je me suis garé dans mon allée et je suis resté assis dans la voiture, moteur cliquetant, le chauffage soufflant de l'air tiède. La maison semblait la même, mais pas moi. Je suis allé directement dans mon petit bureau, j'ai ouvert le classeur métallique et j'ai sorti un dossier noir que je n'avais pas touché depuis longtemps, marqué Urance. Je me suis assis, je l'ai ouvert à la première page, accord de prêt, caution solidaire, Gérard Mercier. En dessous se trouvaient les pièces jointes, les dates de renouvellement, les clauses de garantie, des copinettes de ce que mon nom soutenait silencieusement. J'ai fixé mon propre nom jusqu'à ce qu'il cesse de ressembler à un nom pour devenir un levier. Dehors, le vent poussait contre le bardage, à l'intérieur la maison restait silencieuse, et pour la première fois depuis des années, je n'ai plus senti ce silence me peser. Le matin est arrivé comme toujours depuis mes années dans la marine, tôt, calme et sans demander comment je me sentais. À 5h30, j'étais déjà debout dans la cuisine pendant que la cafetière sifflait vers quelque chose de buvable. Dehors, Rouen était encore sombre, pas de circulation, pas de voix, juste cette lumière gris-bleu qui précède la décision du soleil de se lever ou non. C'était toujours ma partie préférée de la journée, personne n'avait encore besoin de rien. J'ai versé le café noir et je me suis appuyé contre le plan de travail. La maison sentait le vieux bois et la journée d'hier. Le côté de l'évier de Dominique était vide, pas de traces de rouge à lèvres sur une tasse, pas d'épingle à cheveux sur le comptoir, juste du vide. J'ai vérifié mon téléphone, 2 appels manqués de Dominique, quelques messages tu rentres, il faut qu'on parle. Je ne les ai pas ouverts tout de suite. J'ai posé le téléphone face contre table et je suis resté là à écouter le frigo ronronner, un son qui était dans cette maison depuis plus longtemps que la plupart de nos disputes, permanent, fiable. Certaines habitudes vous collent à la peau peu importe comment la vie change, j'avais appris ça dans la marine, se lever tôt, faire son lit, gérer ce qui est devant soi avant que ça ne vous gère. Je vis toujours comme ça, même si l'uniforme est devenu une chemise en flanelle et des bottes de chantier. Je me suis habillé lentement, Jean, flanelle, bottes près de la porte. J'ai regardé ma montre sans y penser, toujours précise, toujours fiable. Quand les gens entendent ce que je fais, opération logistique, leurs yeux se voilent, ils imaginent des entrepôts, des tableaux Excel, des chariots élévateurs. Mais ce que c'est vraiment, c'est comprendre comment les choses s'appuient les unes sur les autres, qui signe quoi, que se passe-t-il quand une seule pièce manque. J'avais passé des années à être la pièce dont personne ne parlait. Dominique me taquinait pour ça, tu t'inquiètes pour des trucs ennuyeux, disait-elle en agitant la main comme si les détails étaient des moucherons. Facture payée en avance, assurance renouvelée à temps, formulaire rempli soigneusement, signature nette et lisible, elle appelait ça les trucs de Gérard. Je la laissais dire. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je ne cherchais pas la vengeance, ce mot implique de la chaleur, de la passion. C'était plus froid que ça, plus délibéré. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, j'ai envoyé un court texto à Dominique, j'espère que Clément a passé une bonne soirée. Je me couche tôt. Ce n'était pas un mensonge, ce n'était juste pas toute la vérité. Je savais comment elle l'interpréterait, orgueil blessé, rien de plus, un homme qui bat en retraite. Elle a répondu avec un pouce levé quelques minutes plus tard, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. J'ai fermé les messages et j'ai commencé là où je commençais toujours, les faits. Compte, document, nom, date. La plupart de nos finances étaient communes, mais la paperasse racontait une histoire plus honnête que les conversations ne l'avaient jamais fait. Mon nom apparaissait plus souvent que Dominique ne le réalisait. Puis il y avait Stéphane. 2 ans plus tôt, il était venu en parlant de prendre un nouveau départ, besoin d'un petit coup de main, rien de dramatique, juste un prêt pour se remettre sur pied. Dominique m'avait demandé de venir à la banque pour soutenir le dossier. Régine, la conseillère, avait glissé les papiers sur le bureau, stylo prêt. Juste une formalité, avait-elle dit, votre dossier de crédit rendra ça plus fluide. Stéphane m'avait tapé sur l'épaule comme si on était potes, Dominique avait l'air soulagé comme si j'avais sauvé la journée. J'ai signé parce qu'à l'époque, ça semblait plus facile que de résister, parce que la famille était censée signifier quelque chose. J'ai affiché le dossier sur mon écran. Il était là, mon nom en lettres noires propres, garant. Clause de renouvellement tous les 12 mois. Pas de renouvellement, pas de continuation. Pas de drame, juste la politique de la banque.
Je n'ai passé aucun appel, je n'ai rien annulé, j'ai juste noté la date. Ensuite, la lettre de recommandation pour le boulot de Stéphane dans cette entreprise régionale de fourniture, celle dont il aimait se vanter après quelques bières. J'avais écrit cette lettre. Dominique me l'avait demandé. Je me souvenais avoir hésité puis m'être dit que c'était la chose décente à faire. La lettre exigeait une mise à jour annuelle, procédure standard. J'ai vérifié le calendrier, mise à jour due la semaine prochaine. Je me suis penché en arrière et j'ai fermé les yeux une seconde. Le visage de Clément a dérivé dans mon esprit, 18 ans maintenant, plus grand que moi de quelques centimètres, mais avec toujours ce regard quand il réfléchissait fort, la mâchoire serrée comme sa mère. Je me souvenais lui avoir appris à conduire le long des routes de bord de Seine, ma main planant près du volant mais ne le touchant jamais sauf s'il en avait vraiment besoin. Il n'avait rien demandé de tout ça. C'est à ce moment-là que le doute est apparu, comme il le fait toujours quand on cesse enfin d'être utile. Je me suis demandé si je blessais la mauvaise personne. La réponse n'était pas propre, mais elle était honnête, je ne tirais pas les ficelles, je les lâchais. Les systèmes ne s'effondrent pas parce que quelqu'un se met en colère, ils s'effondrent parce que le soutien disparaît et que la réalité reprend le dessus. Ce n'est pas une punition, c'est la gravité. Vers 9 heures, Dominique a rappelé. J'ai regardé le téléphone vibrer contre la table, chaque vibration semblait plus forte que la précédente. Quand ça s'est arrêté, la cuisine est redevenue silencieuse. J'ai pensé à répondre, à expliquer, mais les explications invitent aux disputes, et les disputes transforment les faits en sentiments. Les faits se suffisent à eux-mêmes. Plus tard dans la matinée, j'ai conduit en ville, pas pour remuer quoi que ce soit, juste pour bouger. Je me suis arrêté à la station-service pour un café. Même caissier, même signe de tête. Dans une ville comme celle-ci, la cohérence compte plus que le charme. Alors que je retournais à mon pick-up, mon téléphone a sonné. Régine. Gérard, a-t-elle dit, calme comme toujours, nous devons revoir certains documents de garantie quand vous aurez une minute. Des trucs de routine. Routine, encore ce mot. Je lui ai dit que je la rappellerais. Sur le trajet du retour, j'ai passé la Seine, grise et régulière, coulant que l'on y prête attention ou non. C'est là que ça s'est installé en moi, je ne choisissais pas la cruauté contre la gentillesse, je choisissais l'honnêteté contre la convenance. Dominique voulait juste la famille, Stéphane voulait les avantages sans la responsabilité, et j'avais été le pont silencieux entre ces idées pendant longtemps. Je me suis garé dans l'allée et je suis resté là, moteur tournant, chauffage soufflant, regardant ma respiration embuer le pare-brise. À l'intérieur, j'ai pris un bloc-notes jaune et j'ai écrit une courte liste, nom, date, document. Pas de menace, pas de plan, juste une prise de conscience. J'ai plié le papier et je l'ai glissé dans le dossier Urance. Ce soir-là, Dominique a envoyé un nouveau texto, on peut parler demain. J'ai tapé une réponse, effacé, tapé une autre, effacé aussi. Finalement, je n'ai rien envoyé, car prendre du recul ne semble pas dramatique, cela ressemble à de la routine. Et la routine, j'étais en train de l'apprendre, peut tout changer. En fin de matinée, la première fissure est apparue. C'est venu sous la forme d'un email que Dominique n'attendait pas et ne pouvait pas expliquer avec une blague. J'étais dans le garage en train de trier une boîte de vieilles rallonges quand mon téléphone a vibré sur l'établi. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon et j'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Dominique, tu sais quelque chose à ce sujet? En pièce jointe, une capture d'écran d'un email d'un organisateur d'événements local. Poli, désolé, ferme, nous sommes incapables d'avancer sans autorisation mise à jour. Veuillez nous contacter une fois que toute la documentation est à jour. J'ai fixé les mots pendant une longue seconde, puis j'ai reposé le téléphone face contre table. Je n'avais contacté personne, je n'avais pas dit un mot à l'organisateur, je n'avais prévenu ni Dominique, ni Stéphane, ni personne d'autre. Tout ce que j'avais fait, c'était d'arrêter d'être le filet de sécurité. C'est la partie que les gens ne comprennent pas à propos des systèmes, ils supposent que quelqu'un doit les saboter pour que les choses s'effondrent, ils ne voient pas à quel point la vie repose sur des confirmations silencieuses, des renouvellements, des références, des signatures qu'on prend pour acquises. Dominique a appelé 5 minutes plus tard. J'ai laissé sonner. La vibration a résonné dans le garage, rebondissant sur le béton et les vieux outils. Quand ça s'est arrêté, le silence a semblé plus épais qu'avant. 10 minutes après, une autre vibration. Stéphane, cette fois. Je n'ai pas répondu non plus. Au lieu de cela,
Je suis rentré et je me suis versé une autre tasse de café. L'horloge au-dessus de la cuisinière indiquait 11h42. La même horloge qui était là avant que Dominique n'emménage. Même tic-tac, régulier et imperturbable. À midi pile, mon téléphone s'est allumé à nouveau. Message vocal de Stéphane. Je ne l'ai pas écouté tout de suite, je connaissais le ton sans entendre les mots. En début d'après-midi, les choses se sont accélérées. Dominique a envoyé un texto, le traiteur dit que la compte n'est pas passée. Puis un autre, la banque de Stéphane demande des papiers. Puis un troisième, peux-tu s'il te plaît juste me dire ce qui se passe? J'étais assis à la table de la cuisine, téléphone en main, et je pensais à Clément. Je l'ai revu à 16 ans, agrippant le volant trop fort, les jointures blanches alors que nous nous engagions sur la route nationale. Je me souvenais lui avoir dit, doucement. La voiture te dira ce dont elle a besoin si tu l'écoutes. Il avait ri, nerveux mais fier quand il était rentré sans caler. Il ne méritait pas d'être un dommage collatéral. Cette pensée m'a frappé assez fort pour que je manque de décrocher le téléphone. Presque. Puis je me suis rappelé quelque chose que j'avais appris il y a longtemps, on n'enseigne pas la responsabilité en absorbant les conséquences pour les autres. J'ai reposé le téléphone. 1 heure plus tard, j'ai enfin écouté le message vocal de Stéphane. Gérard, mec, je sais pas ce qui se passe, disait-il, essoufflé. Ils disent que l'examen du prêt est. Enfin, c'est des trucs de routine, non? Tu as toujours géré ça. Rappelle-moi. Toujours géré ça. C'était la phrase qui restait coincée. À 15h30, Régine a rappelé. Gérard, a-t-elle dit, la voix calme mais prudente maintenant. Nous avons un problème de renouvellement sur le dossier Morel. Votre confirmation de garant est en retard. Je suis au courant, ai-je dit. Une pause, pas gênée, respectueuse. Comptez-vous renouveler, a-t-elle demandé. J'ai regardé par la fenêtre vers l'allée, vers mon camion, propre et immobile. Non, ai-je dit, je ne compte pas le faire. Elle n'a pas discuté, elle n'a pas demandé pourquoi. Régine était dans la finance depuis assez longtemps pour savoir quand un homme avait pris sa décision. D'accord, a-t-elle dit, alors nous allons procéder en conséquence. Procéder en conséquence, une autre phrase calme qui porte du poids. Quand l'appel s'est terminé, je suis resté assis là plus longtemps que nécessaire. Ma poitrine était serrée, pas d'excitation, mais quelque chose de proche du deuil. Ce soir-là, Dominique est venu à la maison. J'ai entendu sa voiture avant de la voir, le cliquetis familier quand elle s'est garée. La porte d'entrée s'est ouverte et fermée plus fort que d'habitude. Gérard, a-t-elle appelé. Je suis resté assis à la table. Elle est entrée dans la cuisine, téléphone à la main, les yeux écarquillés, la voix aiguë de panique. Tout s'effondre, a-t-elle dit. Le boulot de Stéphane demande des références mises à jour. La banque a gelé le compte. L'événement. Gérard, qu'est-ce que tu as fait? J'ai croisé son regard. Je n'ai rien fait, ai-je dit. Elle m'a fixé comme si je l'avais giflé. C'est pas drôle. Je ne plaisante pas. Elle a fait un pas de plus. Alors pourquoi ça arrive? J'ai pensé à la chaise repoussée au restaurant, à elle disant juste la famille comme si c'était rien. Parce que, ai-je dit d'une voix égale, j'ai arrêté de faire les choses. Sa bouche s'est ouverte, fermée. Elle n'avait pas de réponse à ça. Clément a peur, a-t-elle fini par dire. Il ne comprend pas. Elle non plus. Pas encore. Je ne parlerai pas de finances devant lui, ai-je dit. Et je ne mentirai pas pour couvrir qui que ce soit. Elle m'a regardé comme si elle voyait un étranger. Peut-être que c'était le cas. Cette nuit-là, après son départ, je me suis assis seul à nouveau. Même maison, même chaise, un poids différent dans la pièce. Le lendemain matin, la dernière pièce s'est mise en place. Un autre message vocal de Régine. Gérard, juste pour confirmer, sans votre renouvellement, le prêt Morel entre en examen immédiat. Examen. Pas punition, pas vengeance. Juste procédure. J'ai écouté le message 2 fois, puis je l'ai effacé. Dehors, la Seine continuait de couler, grise et patiente, et quelque part à travers la ville, des portes qui s'étaient toujours ouvertes pour Stéphane Morel commençaient à se fermer, pas parce que je les avais claquées, mais parce que je ne me tenais plus dans l'embrasure pour les maintenir ouvertes.
La première fois que Stéphane a vraiment compris que quelque chose n'allait pas, ce n'était pas dans un bureau ou au téléphone. C'était à une pompe à essence. J'étais à la station locale, celle avec le néon qui clignote au-dessus de la pompe 3 et le café qui a toujours un léger goût de brûlé. Fin d'après-midi, assez froid pour que votre souffle se voie si vous restiez immobile trop longtemps. Je venais de commencer à faire le plein quand j'ai entendu mon nom. Gérard. Je me suis retourné. Stéphane Morel traversait le parking à grandes enjambées, blouson ouvert, cheveux humides de sueur comme s'il avait couru. Sa voiture était garée de travers derrière la mienne, le voyant de réserve brillant comme un avertissement qu'il avait ignoré trop longtemps. Il s'est arrêté à quelques mètres, la poitrine haletante, les yeux fous. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-il exigé. J'ai regardé la pompe, j'ai regardé les chiffres défiler. L'odeur de l'essence flottait dans l'air. « Je fais le plein », ai-je dit. « Comme tu t'apprêtes à le faire. » Il s'est approché. « Ne joue pas à l'idiot. La banque, mon boulot. Tout est bloqué. Tu as fait quelque chose. » J'ai arrêté la pompe et remis le pistolet en place. Lentement. Soigneusement. Je me suis tourné pour lui faire face. « Je n'ai rien fait », ai-je dit. J'ai arrêté de faire les choses. Il a eu un rire sec et creux. « C'est la même chose. » Non, ai-je dit, ça ne l'est pas. Il a passé une main dans ses cheveux, faisant les 100 pas maintenant, comme un homme cherchant une sortie qui n'existait pas. Tu ne peux pas juste faire ça. Tu as toujours géré ces trucs. Ce mot encore. Gérer. Je me suis appuyé contre mon camion, sentant le métal froid à travers ma veste. C'est ça le problème, Stéphane. J'ai géré. Tu t'es habitué à t'appuyer. Son visage a rougi. Dominique a dit que tu étais vexé pour le dîner. C'est à cause de ça, n'est-ce pas? J'ai pensé au sourire de Dominique sous les lumières du restaurant, à la chaise qu'on glisse, à la façon dont elle n'avait même pas levé les yeux. Ça n'a pas commencé au dîner, ai-je dit. Ça a juste rendu les choses claires. Il a arrêté de faire les 100 pas et m'a fixé. Et alors? C'est une vengeance? J'ai secoué la tête. Non, c'est la gravité. Il a ricané. Tu penses que tu vaux mieux que moi? Je pense, ai-je dit prudemment, que je vous ai prévenu, toi et Dominique, il y a des années. Il a ouvert la bouche pour m'interrompre, mais j'ai continué. Je n'ai pas cassé le pont, Stéphane, ai-je dit. J'ai juste arrêté d'être celui qui le tenait debout. Pendant un moment, le seul son était un camion qui se garait derrière nous et le vent qui faisait claquer une enseigne mal fixée sur le bâtiment. Ses épaules se sont affaissées. Pas complètement, juste assez. Tu ruines ma vie, a-t-il dit. J'ai croisé son regard. Je l'ai protégé plus longtemps que je n'aurais dû. Il m'a fixé, cherchant de la colère, de la satisfaction. Il n'y en avait pas. Juste de la détermination. Tu crois que tu peux juste partir, a-t-il dit. Je suis déjà parti, ai-je répondu. Il est resté là une seconde de plus, puis s'est retourné et a marché vers sa voiture. La pompe à essence a cliqué quand il a essayé de démarrer, vide. Il a juré dans sa barbe et est allé à l'intérieur payer. Je suis monté dans mon camion et je suis parti. Cette nuit-là, Dominique est venue à nouveau. Elle n'a pas frappé. Elle est entrée comme elle l'avait toujours fait, mais la confiance avait disparu. Elle semblait plus petite, d'une certaine manière, comme si la maison avait changé autour d'elle. « Tu l'as humiliée ?» a-t-elle dit. J'ai répondu à une question, ai-je répliqué. Elle faisait les 100 pas dans le salon, les mains serrées. Les gens parlent. Ils parlent toujours. Elle s'est arrêtée et m'a fait face. Tu nous as prévenus de quoi? J'ai pris une inspiration. C'était la partie qui comptait. De confondre la convenance avec le respect, ai-je dit. De s'appuyer sur quelqu'un si longtemps qu'on oublie qu'il nous tient debout. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle n'a pas encore pleuré. On est une famille. Tu as dit que nous ne l'étions pas, lui ai-je rappelé. Du moins pas assez. Le silence s'est installé entre nous, lourd, honnête. J'ai vu le moment où elle a réalisé que ce n'était pas un caprice. Ce n'était pas une phase. C'était structurel. Et les structures ne plient pas juste parce qu'on regrette de s'être tenu du mauvais côté. Je ne pensais pas que tu arrêterais vraiment, a-t-elle dit doucement. Je ne pensais pas que tu me demanderais de partir, ai-je répondu.
Elle s'est assise comme si ses jambes avaient finalement lâché. Qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai regardé le mur où notre photo de mariage était accrochée autrefois. Nous l'avions enlevée il y a des années, nous disant que nous la remplacerions. Maintenant, ai-je dit, les choses tiennent toutes seules. Elle a couvert son visage avec ses mains. J'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine. Pas de la satisfaction. De la perte, mais c'était une perte propre. Le genre qui ne pourrit pas. Quand elle est partie, la maison semblait différente. Pas plus vide, plus claire. Le lendemain matin, j'ai reçu un texto de Régine. Juste pour confirmer, sans renouvellement, le comte Morel entre en examen complet aujourd'hui. J'ai répondu par un seul mot, confirmé. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose que j'aurais dû apprendre plus tôt. Dans une ville comme celle-ci, votre nom porte un poids bien avant votre voix. Et quand vous arrêtez de le prêter, les gens sentent enfin à quel point il était lourd. La salle est devenue silencieuse avant que quiconque ne réalise qu'elle l'était. C'est comme ça que sont ces endroits, les salles paroissiales et les foyers communaux. Le bruit ne s'arrête pas d'un coup. Il s'amenuise. Les rires se fondent en murmures. Les chaises raclent plus doucement. Puis, soudainement, vous remarquez que vous pouvez entendre le bourdonnement des néons. C'était la salle des fêtes Saint-Marc, près de l'avenue des Martyrs. Chaises pliantes, murs beige, guirlandes lumineuses bon marché drapées le long du mur du fond comme si quelqu'un avait essayé de rendre ça festif sans trop forcer. Une longue table portait un gâteau avec un glaçage bleu et le nom de Clément écrit trop gros au milieu. Joyeux 18 ans. Je me tenais près du fond, mains dans les poches, blouson toujours sur le dos. Je n'avais pas prévu de venir, mais Régine avait mentionné la salle plus tôt dans la journée, et Marcel, un ami de l'amicale, m'avait appelé juste après. Tu devrais montrer ta tête, avait dit Marcel. Ça ne fait pas de mal de rappeler aux gens que tu es toujours toi. Marcel est un ancien mécanicien, section 2600. Le genre d'homme que les gens écoutent sans savoir pourquoi. S'il disait que ça comptait, je le croyais. Je n'ai pas fait d'entrée spectaculaire. Je ne le fais jamais. Stéphane était près du devant, déjà rouge, un bras autour des épaules de Clément comme une revendication de propriété. Dominique rôdait tout près, les yeux fuyant chaque fois que la porte s'ouvrait. Elle m'a vu avant Stéphane. Son visage a changé. Pas de choc, pas de colère. Du soulagement mêlé à de la peur. Comme si elle avait espéré que je vienne et redouter cela en même temps. Les gens ont commencé à chuchoter. Pas fort, juste assez. C'est Gérard Mercier? J'ai entendu un truc sur le prêt. Tu as entendu que la banque a gelé. Une chaise a raclé derrière moi. Quelqu'un a toussé. Des glaçons ont teinté dans un gobelet en plastique. Puis Régine a traversé la salle. Elle n'a pas regardé Stéphane. Elle est venue droit sur moi et a tendu la main. Gérard, a-t-elle dit. Content de te voir, Régine, ai-je répondu. Derrière elle, Marcel est apparu, café à la main, hochant la tête comme si c'était exactement là où les choses devaient être. Bonsoir, Gérard. Bonsoir, Marcel. Ils sont restés avec moi un moment, tranquilles, décontractés. Mais le message est passé quand même. Dans une ville comme Rouen, les gens remarquent qui se tient où. Stéphane l'a remarqué aussi. Il s'est éloigné de la table et s'est dirigé vers nous, mâchoire serrée, sourire plaqué comme s'il était collé là. Et, Gérard, a-t-il dit trop fort. Je ne m'attendais pas à te voir. J'étais dans le quartier, ai-je dit. Clément s'est glissé dessous le bras de Stéphane et a marché vers moi. Il semblait plus grand que la dernière fois que je l'avais vraiment vu. Plus mince aussi, plus vieux dans le regard. Gérard, a-t-il dit, confus. Qu'est-ce qui se passe? La salle s'est penchée vers nous sans bouger. Je me suis légèrement agenouillé pour être à sa hauteur. Pas ce soir, ai-je dit doucement. Ce soir, c'est pour toi. Joyeux anniversaire. Il a hoché la tête, mais la confusion n'a pas quitté son visage. Dominique s'est avancée alors. Elle ne voulait pas parler fort, mais la peur a une façon de pousser les mots dehors. Pourquoi tu nous fais ça, a-t-elle demandé. Toutes les têtes se sont tournées. Stéphane lui a lancé un regard noir, mais c'était trop tard. La question était là, brute et publique. Je me suis redressé. Je n'ai rien fait, ai-je dit d'une voix égale. J'ai arrêté de couvrir les choses.
Une onde a traversé la salle. Pas des halètements, de la reconnaissance. Stéphane a ri, un rire sec. Vous entendez ça? Il pense. Marcel s'est raclé la gorge. Fils, a dit Marcel, pas méchamment, tu devrais peut-être t'asseoir. Ça a suffi. Le visage de Stéphane est devenu rouge. Il s'est tourné vers la table, a attrapé un gobelet en plastique, l'a levé à mi-hauteur. Portons. Portons juste un toast, a-t-il dit, pour Clément. Personne n'a levé son verre. Le silence qui a suivi n'était pas colérique. Il était inconfortable, lourd, le genre qui vous dit que l'histoire que tout le monde entendait vient de changer de chapitre. Stéphane a baissé son gobelet. Dominique fixait le sol. Clément m'a regardé une fois de plus, cherchant quelque chose. Je lui ai fait un petit signe de tête. Pas d'approbation, de réassurance. Je suis resté une minute de plus, assez longtemps pour que le message s'installe. Puis je me suis éclipsé comme je suis entré. Pas de claquement de porte, pas de discours, juste l'absence. Derrière moi, le bourdonnement des lumières continuait. Le gâteau est resté intact et le toast est mort dans l'air. Ils m'ont finalement coincé 2 soirs plus tard. Pas chez moi, pas sur un parking, mais quelque part de plus public, plus prudent. La salle de conférence de la banque, au 2e étage, après un couloir qui sent toujours un peu le nettoyant pour moquette et le café brûlé. Des chaises pliantes contre un mur, une longue table marquée par de vieux coups de stylo. Le genre de pièce où les gens n'élèvent pas la voix parce qu'ils savent que tout résonne. Régine était déjà là quand je suis entré. Elle a hoché la tête une fois et s'est écartée. Dominique et Stéphane étaient assis l'un en face de l'autre, pas ensemble. Rien que ça me disait à quel point les choses avaient empiré. Stéphane avait l'air de ne pas s'être rasé depuis des jours. Son blouson était ouvert, sa chemise froissée. Dominique se tenait plus droite, les mains serrées fort sur ses genoux, les yeux rouges mais secs. Régine a fermé la porte. « Merci d'être venu », a-t-elle dit. « Ça ne sera pas long. » Stéphane n'a pas attendu. « C'est quoi ce bordel ?» a-t-il lancé. « Pourquoi je suis là ?» Régine est restée calme. « Parce que le prêt Morel est en examen complet et parce que monsieur Mercier est le garant. » Stéphane s'est tourné vers moi. « Tu as fait ça. » J'ai secoué la tête. « Non. » J'ai arrêté de l'empêcher. Dominique a enfin parlé. Sa voix était plus petite que dans mes souvenirs. « Gérard, qui es-tu vraiment ?» La pièce est devenue immobile. Pas accusatrice, pas dramatique, juste une question qui attendait depuis des années d'être posée. J'ai mis la main dans ma veste et j'ai posé une chemise cartonnée sur la table. Je ne l'ai pas fait glisser de façon théâtrale. Je l'ai juste posée là et je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait des copies, propres, organisées, dates surlignées. C'est ce que mon nom a fait, ai-je dit. J'ai pointé la première page, garant sur le prêt de Stéphane, renouvelé chaque année jusqu'à maintenant. La page suivante, lettre de recommandation pour son travail, mise à jour annuellement, due la semaine dernière. Une autre, ligne de crédit d'urgence rattachée à la maison. Jamais utilisée, mais toujours là. Stéphane fixait les papiers comme s'ils allaient le mordre. « Tu n'étais pas obligé de faire tout ça, a-t-il dit. »« Non, ai-je répondu. J'ai choisi de le faire. » Dominique a dégluti. « Pourquoi ?» C'était la vraie question. Je suis resté stoïque. J'ai dit, parce que je pensais qu'être stable comptait plus qu'être respecté. J'ai regardé Stéphane. Je t'ai protégé parce qu'on m'a dit que c'est ce que fait la famille. Puis j'ai regardé Dominique. Et je suis resté plus longtemps que je n'aurais dû à cause de Clément. Son souffle s'est coupé. J'étais prêt à partir il y a 3 ans, ai-je dit. Je ne l'ai pas fait. J'ai attendu qu'il ait 18 ans, qu'il puisse tenir debout sans que je soutienne tout silencieusement. Stéphane a bondi sur ses pieds. Donc c'est une sorte de punition. Non, ai-je dit, c'est une fin. Régine s'est raclé la gorge. Sans le renouvellement de monsieur Mercier, le prêt entre en procédure de défaut de paiement. Le processus a déjà commencé. Stéphane a frappé du poing sur la table. C'est incroyable. Dominique s'est levée lentement, les larmes coulant enfin. Tu aurais pu dire quelque chose, a-t-elle dit. Je l'ai fait, ai-je répondu. Il y a des années. Vous avez ri.
Le silence s'est étiré entre nous. Stéphane faisait les 100 pas, les mains dans les cheveux. Tu apprécies ça, m'a-t-il dit. J'ai croisé son regard. Je suis soulagé. Ça a semblé le briser plus que la colère ne l'aurait fait. Régine a rassemblé les papiers. Nous allons procéder selon la politique de la banque. Elle a ouvert la porte. Stéphane est sorti en trombe le premier, marmonnant dans sa barbe, les épaules voûtées comme un homme portant un poids qu'il avait ignoré trop longtemps. Dominique s'est attardée. Je ne pensais pas que tu partirais vraiment, a-t-elle dit doucement. Je ne pensais pas que tu me demanderais de le faire, ai-je répondu. J'ai mis la main dans ma veste une dernière fois et j'ai posé une autre enveloppe sur la table. C'est quoi, a-t-elle demandé. Les papiers de la séparation, ai-je dit. Équitable, propre, sans surprise. Ses mains tremblaient en touchant le bord de l'enveloppe. Je suis désolé, a-t-elle chuchoté. J'ai hoché la tête une fois. Je sais. Puis je suis sorti. Le couloir semblait plus long au retour, l'air plus froid quand j'ai poussé la porte. Dehors, sur le parking, les lumières bourdonnaient doucement. Des papillons de nuit tournaient autour comme ils l'avaient toujours fait. J'ai pris une grande inspiration et j'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine. Pas une victoire, une libération. La Seine était grise ce matin-là, comme elle le devient à la fin de l'automne, bougeant lentement mais sûrement après le coude au sud de la ville. J'étais là depuis un moment, assis sur un banc froid avec un gobelet de café en carton me réchauffant les mains. Le même coin d'eau où j'avais appris à Clément à faire des ricochets. Le même vent à la surface, assez vif pour vous rappeler que vous êtes toujours en vie. J'avais emménagé dans un petit appartement quelques semaines plus tôt. Rien de chic. Une chambre, des lignes épurées, calme. Le genre d'endroit qui ne prétend pas être plus qu'il n'est. J'aime ça. Les premières nuits, le silence semblait étrange. Pas lourd, juste inconnu. Puis il s'est installé en quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la paix sans tension sous-jacente. Les gens en ville m'arrêtaient de temps en temps. À la station, à la quincaillerie, un signe de tête, une poignée de main. Désolé de comment ça a tourné, m'a dit un homme. Tu as géré ça comme il faut, m'a dit un autre. Je ne les ai pas corrigés. Je n'ai pas expliqué. Les histoires voyagent plus vite que la vérité dans les petits endroits, mais la fin de celle-ci n'avait pas besoin d'être défendue. Dominique a signé les papiers sans se battre. Propre, juste. Elle n'a pas appelé après ça. Je pense qu'elle a enfin compris que certaines portes ne claquent pas, elles se ferment doucement et le reste. Stéphane a déménagé peu de temps après. Aux dernières nouvelles, il logeait chez un cousin dans le sud, essayant de se refaire. Je ne lui souhaitais aucun mal. Il ne me manquait pas non plus. Le message de Clément est arrivé un mardi soir, juste comme le soleil descendait bas sur l'eau. Je comprends maintenant. Je suis désolé. Merci d'être resté aussi longtemps que tu l'as fait. Je l'ai lu 2 fois, puis une fois de plus. Ma poitrine s'est serrée, mais cette fois ce n'était pas de la douleur. C'était quelque chose proche de la fierté. Pas le genre bruyant, le genre mérité. J'ai tapé une réponse courte, tu ne me dois rien. Prends soin de toi. C'était suffisant. J'ai regardé la rivière un peu plus longtemps, pensant au nom, au poids des choses et à ce que les hommes portent sans jamais en parler. Comment on peut passer des décennies à construire quelque chose de solide pour le voir testé par une seule phrase négligente? Juste la famille. Ces mots avaient pris plus qu'ils ne l'avaient jamais réalisé. Mais ils avaient aussi donné quelque chose en retour, la clarté. Voici ce que j'ai appris, la vraie force ne crie pas. Le vrai pouvoir n'humilie pas. Et le respect n'est pas quelque chose que l'on exige, c'est quelque chose que l'on protège même quand ça vous coûte. Je n'ai pas gagné. Je n'ai pas perdu. Je suis parti propre, avec mon nom intact. Et parfois, c'est la seule fin qui compte. Si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes déjà senti invisible à votre propre table, rappelez-vous ceci, vous n'avez pas tort de prendre du recul. La force tranquille compte aussi. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, réelles, ancrées et méritées, prenez un moment pour vous abonner.